Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cours sur le chapitre 19, espace vectoriel, dimension. Alors je sais que les espaces vectoriels, c'est un chapitre difficile à appréhender pour vous. C'est donc d'autant plus important que le premier chapitre d'espace vectoriel qu'on a fait il y a un certain moment soit maintenant, on va dire, clair, assimilé et à jour dans votre tête. Si c'est pas le cas, vous pouvez immédiatement arrêter la vidéo et aller le revoir. C'est important de commencer ce chapitre avec les idées claires sur ce qu'est notamment les notions de famille libre, de famille génératrice de E, etc. Alors dans tout ce chapitre, comme d'habitude, K désignera R ou C, et puis si A est un ensemble fini, on notera card de A son cardinal, c'est-à-dire son nombre d'éléments. On va développer un concept central dans ce chapitre qui est le concept de dimension, et puis aussi le concept d'espace de dimension finie. Faudra, comme d'habitude, faire bien attention aux hypothèses des théorèmes, des propositions, mais là encore plus, puisque certains résultats ne seront valables qu'en dimension finie. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'un espace de dimension finie? Eh bien, regardez bien, on définit le concept de dimension finie avant de définir le concept de dimension lui-même. Donc, dimension finie, il faut voir ça comme un tout. Un cas espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Eh bien, on en connaît déjà plein. K puissance n, K indice n crochet x, MNP de K, c'est le K qui est R ou C. Et oui, on a déjà vu des bases finies pour ces espaces. Ces bases sont aussi des familles génératrices finies. Si vous vous en souvenez pas de ces bases, eh bien, bon, d'un côté, c'est pas très bien, mais de l'autre, ne vous inquiétez pas, on va aller voir 2 pages plus bas, on va les réviser. Alors, premier théorème, théorème d'extraction des bases en dimension finie. Eh bien, si vous avez un espace vectoriel de dimension finie, eh bien, de toute famille génératrice finie, celle qui provient de la définition, vous pouvez extraire une base. Donc en particulier, tout espace de dimension finie admet des bases. Démonstration. On commence avec le cas de l'espace nul. Alors ça, c'est un fait qu'on va répéter plusieurs fois. La famille vide est une base de l'espace nul. Pourquoi ? Eh bien, elle est clairement libre, il ne peut pas y avoir de relation de liaison dans une famille vide, puisqu'il n'y a même pas de vecteur. Comment pourrait-il être lié entre eux s'il n'y en a pas? Elle est trivialement libre. Est-ce qu'elle génère le vecteur nul? Eh bien oui. Le vecteur nul, c'est bien une somme vide de vecteurs. Donc l'espace nul admet le vide pour base. Supposons désormais que l'espace est non nul, bien sûr, c'est la partie intéressante, et puis je vais prendre une famille génératrice, que je vais noter U1 jusqu'à UP. Si elle est déjà libre, c'est gagné. C'est une base et c'est terminé. Sinon, eh bien au moins un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres, c'est ça une relation de liaison. On va dire que c'est le dernier, peu importe, c'est juste une histoire de numérotation. On va dire que c'est UP, donc on le retire, et puis on a une nouvelle famille, que je vais appeler F tilde, qui est donc formée des vecteurs de U1 jusqu'à UP-1. Elle est toujours génératrice de E. Je viens d'ôter un vecteur qui était inutile. Elle engendre le même espace, vect de F tilde égale vect de F. Eh bien, peut-être que celle-ci est libre maintenant que j'ai retiré UP. Si elle est libre, c'est gagné. C'est une base de E. Le reste, vous le devinez, si elle ne l'est pas, eh bien on recommence. C'est qu'il y a encore un vecteur inutile là-dedans. Une relation de liaison qui va me dire qu'un des vecteurs est combinaison des autres, on le retire, etc. On recommence. C'est vraiment un algorithme. Et cet algorithme finit par aboutir, parce que au bout d'un moment, vous aurez retiré tous les vecteurs sauf un, au pire des cas. Tous les vecteurs sauf un qui sera non nul, ça vous donne une famille libre. Ok, voilà pour la preuve. Alors on teste tout de suite cet algorithme nous-mêmes sur un exemple pratique. Essayons de donner une base de ce E. E étant un espace engendré par ces 3 polynômes, évidemment, on peut déjà dire que cette famille, alors écrivons-le, x moins 1 carré, x carré et moins 2x plus 1 est génératrice de E. Par définition même de vect. C'est l'espace engendré par ces 3 polynômes. Est-ce que vous voyez un polynôme inutile là-dedans? Moi j'en vois un,
je vois une relation de liaison assez claire, de plus. Eh bien, x moins 1 au carré, c'est x carré plus l'autre, moins 2x plus 1. Donc on peut le retirer. Il nous reste quoi? Il nous reste juste x carré et moins 2x plus 1. Est génératrice de E toujours, mais elle est aussi libre. Pourquoi? Eh bien, formée de deux vecteurs non collinéaires. C'est une base de E. Donc on a extrait de cette famille de trois vecteurs qui est génératrice de E, une base de E, en ne gardant que les deux là. Point important, ce que je viens de dire là, une famille libre car formée de deux vecteurs non collinéaires, c'est valable uniquement quand il y a deux vecteurs. Attention, c'est une erreur que vous avez tendance à faire, qui est de généraliser cette propriété. Ok, poursuivons avec un deuxième exemple, celui-ci. Alors je vais vous laisser le faire, je vais mettez pause dans la vidéo dans 2 secondes, et moi je vais faire apparaître la solution immédiatement. Bien sûr, il suffit de répéter ce qui a été fait avant, dans un autre cadre. Allez, vous pouvez mettre pause. Et voilà la solution. Bon, bien sûr, cette famille de 3 vecteurs engendre son propre vect, c'est la définition de vect, mais on peut se rendre compte que par exemple le vecteur du milieu, eh bien c'est lui plus la moitié de lui, donc on peut le retirer. Il nous reste 1, 0, 0, 2. Elle est génératrice de f et elle est libre, formée de deux vecteurs non collinéaires, donc c'est une base de f. Et puis on va recommencer dans un cadre avec un peu plus de vecteurs. Alors dans R2, mais puis avec 5 vecteurs. On va montrer que, pour commencer déjà, ces 5 vecteurs engendrent R2. Alors, on va commencer par faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire on va faire tous les calculs naïvement. Bien sûr, très vite, c'est quelque chose qu'on ne fera plus, on aura des manières beaucoup plus efficaces de faire. Mais pour réviser un peu la notion de famille génératrice, je propose de commencer naïvement à vérifier à la main que tout ça est générateur de R2. Mais vous vous en doutez, il y a beaucoup de vecteurs inutiles là-dedans, ne serait-ce que par exemple U3. Pourquoi garder le vecteur nul? Il sert à rien pour former une famille génératrice de R2. Oublions ça à l'espace d'un instant, je veux juste réviser avec vous comment prouver qu'une famille est génératrice d'un espace. Alors justement, on se rappelle de ça ensemble, on prend un vecteur U dans R2, quelconque, on va l'appeler AB. Et que veut dire être génératrice de E? Ça veut dire que tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces 5 vecteurs. Donc faisons-le. On cherche lambda 1 jusque lambda 5 appartenant à R tel que, eh bien, lambda 1 plus U1 plus lambda 5 U5 égale AB, notre U. C'est-à-dire, alors, mettez pause dans la vidéo, vous écrivez cette équation en termes de vecteurs. Remplacez les U1, U2, U3, U4, U5 par leurs expressions, avec leurs coordonnées, et vous regardez les deux équations que vous obtenez, puis vous écrivez ces équations. Moi, je vais mettre pause et je vais les faire apparaître immédiatement. Voilà le système d'équations qu'on obtient. Voilà les deux équations qu'on obtient en regardant chaque coordonnée, la première, la deuxième. Et puis on cherche s'il admet des solutions. Mais c'est bien parti, hein, il y a 5 équations, seulement 2 inconnues, on va échelonner gentiment. L'échelonnement est toujours aussi important, hein. Je vous rappelle que quasiment toutes les questions d'algèbre linéaire que vous pouvez vous poser finissent par un échelonnement à faire. Échelonnons donc, je remplace L2 par L2 moins 2L1. J'obtiens quoi? Bien, la première équation ne change pas. Une fois lambda 1 moins 2 lambda 2 plus 3 lambda 4 plus 2 lambda 5 égale A. Et puis je vous laisse faire le calcul en dessous, moi je veux le faire d'un coup, pareil, vous pouvez mettre pause. On obtient moins 5 lambda 4 moins 5
lambda 5 égale B-2A. Bon bah bien sûr, par remontée, ce système admet une solution, et même une infinité, qui admet une infinité de solutions. Je mets entre parenthèses infinité de solutions. Conclusion, eh bien oui, tout U de R2 se décompose selon U1 jusqu'à U5, donc on a une famille génératrice de R2. Tout U de R2 est combinaison linéaire de U1 jusqu'à U5, donc U1 U5, U1 3 petits points U5 est génératrice de R2. Mais bien sûr, alors c'est naïf ce qu'on vient de faire, il y a plein de vecteurs inutiles, on aurait pu s'économiser plein de calculs, dès le début on aurait pu éliminer certains vecteurs. Mais il y a une infinité de solutions, la famille n'est pas libre évidemment. Je rappelle que libre, ça se caractérise en tout vecteur se décompose de manière unique. Donc là, le fait qu'il y ait une infinité de solutions fait que la famille n'est pas libre. Bien sûr, on aurait pu s'en rendre compte immédiatement, déjà ne serait-ce que parce qu'une famille ne peut pas être libre si elle contient le vecteur nul. Donc, on peut retirer, alors listons ce qu'on peut retirer. Revenons sur notre famille là, de départ. Elle est ici. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Bah déjà U3, il est nul, il empêche la famille d'être libre, il sert à rien d'un point de vue famille génératrice en plus. Qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre? Regardez entre les deux vecteurs là, je vous laisse imaginer ce qui se passe. U2, eh bien, c'est un multiple de U1, c'est moins 2 U1. Écrivons déjà ça. On peut retirer U3. Donc on peut retirer U3 qui est nul. U2 qui est moins 2 U1. Et puis il y a une autre relation de liaison, enfin, il y en a une autre qui est, on va dire, facile, un peu plus difficilement visible, mais quand même assez visible. Est-ce que vous pouvez exprimer par exemple U5 avec U4 et U1? Je vous laisse réfléchir à ça quelques secondes, pareil, mettez pause, et moi je vous écris le résultat. U5, eh bien c'est U4 moins U1. On a donc, une fois qu'on fait ça, il nous reste quoi? On a retiré U2, U3, U5, il nous reste juste U1, U4, qui est génératrice de R2 et libre de vecteurs non collinéaires. C'est une base de R2. Alors bien sûr, je vous le dis tout de suite, dans l'avenir, on ne fera pas toute cette étape-là. Justement, on se débarrassera immédiatement des vecteurs inutiles. Et puis, une famille génératrice de R2 formée de 5 vecteurs, il y a quand même de grandes chances qu'il y en ait beaucoup qui soient inutiles. Donc, on ne fera pas ça systématiquement, on sera plus malin, on éliminera bien assez tôt des vecteurs inutiles, des vecteurs provenant de relations de liaison. Comment détecter les relations de liaison? Eh bien, parfois c'est visible à l'œil nu, par exemple les deux là. Là, ça l'est un peu moins. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement un des objectifs de ce chapitre, que d'avoir un moyen de détecter les relations de liaison. Ça va être la notion de rang qu'on va développer tout à l'heure. Poursuivons. Un petit exemple d'espace qui n'est pas de dimension finie pour le coup. K crochet X, l'ensemble de tous les polynômes, n'est pas un K-espace vectoriel de dimension finie. Preuve, eh bien, si c'était le cas, parce qu'on vient de prouver, théorème d'extraction de base, on pourrait fabriquer une base finie de K crochet X, P1 jusqu'à Pn. Je vais noter D le maximum des degrés de ces polynômes. Eh bien, x puissance d plus 1 serait une combinaison de ces vecteurs de base, c'est la définition d'une famille génératrice. Mais cette relation, elle est impossible. Regardez, à gauche, vous avez un polynôme de degré d plus 1,
et à droite, vous avez que des polynômes de degré inférieur ou égal à d. C'est pas possible qu'il y ait une égalité entre ces deux polynômes. Conclusion, k crochet x n'est pas de dimension finie. D'un point de vue, tous les espaces vectoriels, à part l'espace vectoriel nul, sont infinis. Mais il y a des infinis plus grands que d'autres. K crochet x, c'est un espace plus gros que k puissance 3, par exemple. Tous les deux sont infinis, mais ça c'est une infinité encore un cran au-dessus, on va dire. Il y a trop de vecteurs, il y a trop de polynômes pour que l'espace des polynômes soit de dimension finie. Alors j'énonce un lemme technique, mais qui est très utile. Dans un cas espace vectoriel de dimension finie, le cardinal de toute famille libre est inférieur ou égal au cardinal de toute famille génératrice finie de E. Avec ça, on va faire énormément de choses, et énormément de choses très pratiques. Donc à bien retenir, la démonstration, vous voyez, elle est un peu longue et technique, elle n'est pas très compliquée, elle est même algorithmique, on va dire. Je ne veux pas passer un quart d'heure dans la vidéo à la détailler, donc je vous laisse comme travail de la lire, de la comprendre, et puis on débriefera dans la séance en live de lundi, s'il y a des questions dessus. Le plus important, c'est surtout l'énoncé. Donc passons à la preuve. Alors, une des conséquences de ce lemme, c'est le théorème, le gros théorème d'aujourd'hui, le théorème de la dimension finie. Soit E un K espace vectoriel de dimension finie, alors toutes ces bases ont le même cardinal. Et c'est ce qu'on appelle la dimension de E. On la note dim E. Donc, à proprement parler, ce serait un théorème définition, ou une définition théorème. Pourquoi? Parce qu'on définit le concept de dimension. Donc ayez bien ça à l'esprit, on a défini le concept de espace vectoriel de dimension finie avant de définir le mot dimension. C'est ce théorème qui nous permet de définir le mot dimension. Qu'est-ce que la dimension d'un espace de dimension finie E? C'est le cardinal de ces bases. Et elles ont toutes le même cardinal. Preuve. Eh bien, déjà par théorème d'extraction, un espace de dimension finie admet au moins une base, prenons-en deux, B1 et B2. Et puis on applique le petit lemme du dessus. Comme B1 est libre et que B2 est génératrice de... Eh bien, le cardinal de B1 est plus petit que le cardinal de B2. Mais vous vous en doutez, B1, B2, on s'en moque, j'aurais pu renommer B1 B2 et B2 B1. Donc, de la même manière, B2 est libre, et B1 est génératrice. Donc la même relation a lieu dans l'autre sens. Au final, les cardinaux de ces bases sont égaux. Alors, grâce à ça, donnons les dimensions des espaces de base bien connus dans notre cours. L'espace nul, il est de dimension 0. Pourquoi? Alors on va écrire leur base canonique à tous ces espaces. Je rappelle ce que veut dire canonique. Ça veut dire les coefficients dans les combinaisons linéaires se voient directement sur le vecteur. Ce qui n'est pas le cas de toutes les bases. Si je vous demande de décomposer, je prends un petit aparté, si je vous demande de décomposer xy selon 1, 0 et 0, 1, et ben c'est bien sûr x fois lui plus y fois lui. Mais si vous voulez le faire selon 7, 12 et moins 3 pi, il va falloir faire des calculs pour trouver ces coefficients. C'est ça une base canonique. Il n'y a pas à réfléchir, les coefficients, on les voit tout de suite. Ok. Alors, rappel des bases canoniques des espaces de base. 0. L'espace nul, il est de dimension 0, et puis base vide. On vient de le voir. K puissance n, base canonique, eh bien on vient de le voir pour K carré. La base canonique de K puissance n, ça consiste juste à prendre des vecteurs nuls avec des zéros partout, sauf un 1 qui circule dans toutes les positions possibles. Donc écrivons-la ici. Vous faites circuler ce petit 1 de la première à la dernière position. Là, il y avait 0 vecteur dans la base dans le vide. Ici, il y a n vecteurs.
Kn de x. Comment écrire un polynôme de degré inférieur ou égal à n dans la base canonique? Eh bien, c'est immédiat. Hein. Vous écrivez un polynôme, je fais ça sur le brouillon à côté, a0 plus a1 fois x, plus etc. plus anxn. Et bien voilà les vecteurs de base. 1, x, x carré, x puissance n, etc. Les coefficients apparaissent immédiatement. Donc la base canonique de k crochet n, de kn crochet x, c'est 1, x, 3 petits points, x puissance n. Attention, combien il y en a, ne faites pas cette erreur. Là, il y en a n, mais donc là, il y en a n plus 1. Et enfin, base canonique de l'espace des matrices de taille n fois p. C'est exactement comme ici. Vous faites circuler le 1 sur toutes les positions possibles de la matrice. Il n'y en a pas que n, il y en a n fois p des positions possibles. Donc faisons ce dessin. Un 1 en haut à gauche, des 0 partout ailleurs. Ce 1 va circuler. Et voilà. J'ai mis des gros zéros pour dire c'est que des zéros. Vous partez d'un 1 en haut à gauche, vous le faites circuler sur toute la ligne, puis vous passez sur une deuxième ligne, etc. etc. Combien il y a de matrices possibles? Autant que de positions possibles pour le 1. Il y en a n fois p. np vecteurs. Donc voilà les dimensions à connaître par cœur de tous nos espaces bien connus. Et puis j'insiste surtout sur lui, erreur à ne pas commettre, la dimension de kn de x, c'est pas n, c'est n plus 1. Ok, alors une petite remarque. En toute rigueur, on devrait noter, j'ai dit au-dessus qu'on notait dim e, hein, la dimension de e. En toute rigueur, on devrait la noter dim indice k de e. Parce que selon qu'on travaille sur k égale r ou c, ça peut changer la dimension. La dimension dépend de k. Par exemple, c, c'est un c espace vectoriel de dimension 1. K est un k espace vectoriel de dimension 1. Mais attention, c, c'est un r espace vectoriel de dimension 2. Tout nombre complexe s'écrit de manière unique comme combinaison de 1 et i. Combinaison avec des nombres réels uniquement comme coefficients. Mais tout nombre complexe s'écrit de manière unique comme un seul nombre complexe. Donc si vous autorisez les coefficients à être dans C, la dimension c'est 1. Et si vous imposez aux coefficients d'être réels, la dimension c'est 2. Donc attention à ça, on travaillera quand même rarement dans C, mais en toute rigueur, il faut avoir à l'esprit que la dimension dépend de K. Et enfin, une petite remarque, pour ceux qui travaillent sur des ressources extérieures, faites attention à ça. Beaucoup d'auteurs disent n'importe quoi sur la dimension de l'espace nul. Ils disent par exemple que le fait que ce soit 0 c'est une convention, ou un cas particulier, ou que ça n'a pas de dimension. Tout ça est faux. C'est de dimension 0 parce que vide est une base de l'espace nul. Ok, alors, on termine aujourd'hui avec justement les améliorations dues à ce lemme. Et je vais vous expliquer pourquoi, grâce à quoi, on ne refera plus ces choses-là, inutiles. Donc, c'est le moment où on voit des moyens de grandement améliorer nos techniques pour montrer qu'une famille est une base d'un espace. Donc une proposition extrêmement utile en pratique. Soit E un cas espace vectoriel de dimension finie, faites bien attention aux hypothèses, hein, je vous avais dit en début de séance. Là, c'est impératif, cette hypothèse de dimension finie. De toute manière, on va utiliser la dimension. Donc, si vous avez une famille génératrice d'un espace de dimension finie, eh bien son cardinal, P, c'est le nombre de vecteurs, est plus grand que la dimension, supérieur ou égal à la dimension. Et, encore plus utile, s'il y a égalité, si le cardinal est égal à la dimension, alors elle est automatiquement une base de E. Autrement dit, pas besoin de vérifier sa liberté.
On divise notre travail par 2. De la même manière, tout à fait analogue, si vous avez une famille libre de E, alors son cardinal est plus petit, inférieur ou égal à la dimension. Et s'il y a égalité, c'est qu'en fait, c'est automatiquement une base. Pas besoin de vérifier qu'elle est génératrice de E. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui va vraiment nous simplifier la vie par rapport à ce qu'on faisait avant qu'on ait cette proposition. Preuve. Notons n, la dimension finie de E, et puis, par définition même de la dimension, prenons une base de E, formée donc de n vecteurs. Comme cette base est une famille libre, et que le cardinal d'une famille libre est inférieur à celui d'une famille génératrice par notre petit lemme, eh bien n est plus petit que P. On est dans le petit 1, P c'est le cardinal de la famille génératrice. N est plus petit que P. Donc c'est terminé, ça c'est la première partie du petit 1 qui est prouvée. Le cardinal est plus grand que la dimension. Si de plus il y a égalité, montrons qu'elle est libre. Eh bien si elle était liée, au moins un des vecteurs serait combinaison des autres, on pourrait le retirer et la famille resterait génératrice, c'est ce qu'on a fait en début de séance. Mais donc par le raisonnement précédent qu'on rapplique, on aurait n plus petit que, cette fois, p-1. Et ça c'est impossible, on a supposé que n égale p. Donc le petit 1 est prouvé. Pour le petit 2, eh bien, pareil, la famille est libre, mais la base est génératrice. Donc m est plus petit que n. Ça c'est prouvé. Et maintenant, si 2 plus m égale n, comment prouver que la famille L est en fait une base de E? Alors là, c'est un peu plus technique. Il faut se baser sur la preuve du lemme qu'on n'a pas détaillée en live, donc je vous laisse par y aller la revoir, et je vous dis juste qu'il suffit de réappliquer la même preuve. Du moins le même processus de remplacement qu'on applique dans le lemme 1, avec juste des autres vecteurs, bien sûr, les vecteurs qui nous concernent dans notre cas actuel. Mais ça marche. Vous obtenez que L est libre et génératrice de E, c'est une base. Alors quelques exemples de la force de cette proposition et de son utilité. Eh bien par exemple, cette famille, formée de 4 vecteurs de R3, immédiatement, je peux, sans faire aucun calcul, je peux dire, à part juste compter qu'il y a 4 vecteurs, je peux immédiatement dire qu'elle est liée. Pourquoi? Il y a 4 vecteurs. 4 c'est plus grand que 3. Elle ne peut pas être libre. Si elle était libre, il n'y aurait pas plus de 3 vecteurs. Inversement, par exemple, une famille avec seulement 2 vecteurs de R3 ne peut pas être génératrice de R3. Il en faut au moins 3 des vecteurs. Donc vous voyez, ça permet de rapidement voir si une famille est par exemple liée ou non génératrice. Et puis même mieux, en pratique, c'est les cas d'égalité là qui nous intéressent. Si vous avez une famille qui contient autant de vecteurs que la dimension, eh bien pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre, ou qu'elle est génératrice de E. Généralement, c'est un peu plus rapide de montrer qu'elle est libre. Donc ça, c'est une remarque très importante d'un point de vue pratique, qui nous simplifie la vie énormément. Alors il faut bien être conscient de l'hypothèse, il faut le rédiger. Faisons-le justement sur cet exercice 2. Montrons en une ligne que 1 moins 1, 1, 1 est une base de R2. C'est quand même beaucoup moins à écrire que ce qu'on faisait avant. En une ligne, eh bien je l'écris, c'est une famille libre de 2 vecteurs. Et 2, c'est la dimension de R2. De 2 égale dimension de R2 vecteur. Pourquoi est-ce qu'elle est libre? Parce qu'il n'y a que 2 vecteurs et qu'ils ne sont pas collinaires. Je ne l'écris pas. Voilà. En une phrase, on a prouvé que c'est une base de R2. À vous de répéter un peu ça dans un cadre un poil plus compliqué, mais ça change pas grand-chose. Vous prenez P0 jusque Pn, une famille de Kn de x, tel que le polynôme numéro i est pour degré i. Je vous demande de montrer que c'est une base de Kn de x. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, et puis moi j'écris la solution en une petite phrase, on va dire. Et voilà la solution en une phrase. C'est une famille libre, car formée de polynômes de degré 2 à 2 distincts. Et de plus, elle a le bon cardinal, elle est de cardinal n plus 1, la dimension de Kn crochet x. Libre, cardinal égal à la dimension de l'espace, c'est terminé, c'est une base de cet espace.
Ok, donc à bien maîtriser ces deux rédactions, parce que c'est la manière la plus rapide de montrer qu'une famille est une base de quelque chose. Allez, on termine avec un dernier théorème pour aujourd'hui, un théorème qui permet de fabriquer des bases, et donc à partir de familles libres, et donc un théorème très utile en pratique. On prend un espace vectoriel de dimension finie, appelons-la n, et donc V1 jusqu'à Vn, une base de E. On part d'une famille libre, que j'appelle L, et qui contient m vecteurs, les W1 jusqu'à Wm. Et bien le théorème dit qu'on peut compléter cette famille libre en une base de E, en y ajoutant certains vecteurs de ma base de départ. Combien? Bien, j'ai m vecteurs au départ, je sais qu'il me faut n vecteurs pour une base, je vais devoir en ajouter n-m. Preuve de ça, c'est vraiment un algorithme que je décris, et c'est cet algorithme qu'on appliquera quand on voudra appliquer le théorème. Donc par la proposition précédente, on sait que m est plus petit que n. Cardinal d'une famille libre est plus petit que la dimension. Si m égale n, eh bien c'est ce qu'on vient de voir, il n'y a rien à faire. C'est une famille libre de cardinal la dimension de E, c'en est une base. Sinon, c'est que m est strictement inférieure à n. Et elle ne peut pas être génératrice de E. Une famille génératrice de E a au moins autant de vecteurs que la dimension. Donc E n'est pas inclus dans vect de L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins un des vecteurs de la base n'est pas combinaison des WI. Disons, encore une fois, c'est juste une histoire de numérotation, ça ne change rien, disons que c'est V1. Disons que V1 n'est pas engendré par les W. Donc si je le rajoute au W, la famille est encore libre. Je ne crée pas de relation de liaison, puisque, je viens de le dire, V1 n'est pas engendré par les autres. Donc, en rajoutant V1, j'obtiens une famille qui est encore libre. C'est ce que je vous explique ici. Eh bien, il suffit de recommencer. Peut-être que cette famille, maintenant, il suffit de recommencer le procédé, en ajoutant n-m vecteurs qui préservent la liberté. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais avoir? Quand j'aurai rajouté ces n-m vecteurs, j'aurai m plus n-m, c'est-à-dire n vecteurs. J'aurai une famille libre, à chaque étape ça reste libre, avec cette fois-ci n vecteurs. C'est une base, ça n'aura plus lieu, ce sera égal, et donc on s'arrête là. On n'aura plus rien à rajouter, on a une base, on s'arrête. Faisons-le en pratique. J'aimerais compléter 1, 2, 7, 1, 1, 3 en une base de R3. J'applique le théorème de la base incomplète. Alors la première chose à dire, c'est que cette famille est libre. Cette famille est libre. Pourquoi? Il y a deux vecteurs non collinaires. On applique le théorème de la base incomplète. Ok, eh bien, on va chercher un troisième vecteur à rajouter. Alors, un troisième vecteur provenant d'une certaine base de R3, mais on ne l'a pas écrite cette base de R3, elle peut provenir de ce que vous voulez. Donc rajoutez n'importe quel vecteur tant que ça reste libre. Bon, on n'y voit pas forcément très clair, mais par exemple, si je rajoute, je sais pas moi, 0, 0, 1, on l'écrit. Alors j'aime bien écrire les vecteurs en colonne, moi, donc je vais juste changer la notation, mais ça ne change rien. 1, 1, 1, 2, 7, 1, 1, 3, je propose de rajouter 0, 0, 1. Parce que, pourquoi pas. Si vous rajoutez autre chose, il y a quand même de grandes chances que ça marche aussi, donc n'hésitez pas. Est-elle libre? Si oui, c'est terminé. On vérifie. Comment vérifier qu'une famille est libre? Bien, supposons lambda 1 fois 1, 2, 7, plus lambda 2 fois 1, 1, 3, plus lambda 3 fois 0, 0, 1 égale 0, 0, 0. C'est-à-dire, écrivons le système linéaire qu'on obtient. Lambda 1 plus lambda 2 égale 0. 2 lambda 1 plus lambda 2 égale 0. 7 lambda 1 plus 3 lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Je vous laisse échelonner ça, mais regardez juste, ça va aller assez vite. Cette partie-là va vous donner
lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Puis cette partie-là, ensuite, vous donne lambda 3 égale 0. Donc oui, si je vais trop vite pour vous, faites l'échelonnement, vérifiez bien qu'on obtient lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Donc, cette famille de 3 vecteurs, donc oui, la famille est libre, et est donc une base de R3. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté un vecteur. Hein. J'ai écrit entre parenthèses. Elle est aussi de cardinal 3, qui est égale à la dimension de R3. Eh bien, à vous de faire pareil. Dans un espace de polynôme, on part de x carré plus 1, qui est libre. Pourquoi? Il n'y a que 2 vecteurs et ils ne sont pas collinéaires. Petit 2, x carré plus 1 est libre. 2 vecteurs non collinaires. Cherchez un troisième polynôme à rajouter là-dedans, de sorte que la famille reste libre. La dimension de K2 de x, c'est 3. Hein. Donc si vous trouvez ce troisième vecteur, ça sera terminé. Qu'est-ce qu'on propose comme troisième vecteur? Je vous laisse y réfléchir. Moi, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, et puis moi je le rajoute tout de suite. On applique le théorème de la base incomplète. Alors je propose de rajouter, eh bien je vais pas rajouter, je vais chercher dans des vecteurs simples, hein, par exemple dans la base canonique. Je vais pas rajouter 1, et puis je vais pas rajouter x carré. Évidemment je vais pas rajouter x carré, il y est déjà. Je vais pas rajouter 1, parce que quand je fais le deuxième vecteur moins le premier, j'ai 1 justement, donc ça resterait pas libre. Bah, je vais rajouter x. Pourquoi elle reste libre? Eh bien, je vais faire un peu plus vite cette fois, je vais juste dire que x n'appartient pas à vect de x carré plus 1. Même conclusion. Même conclusion qu'en 1. Voilà, et puis enfin pour terminer, je vous propose juste une rédaction alternative de ça, c'est-à-dire que là, enfin disons plutôt là je vous ai proposé une rédaction alternative qui va plus vite, mais j'aimerais qu'on révise ensemble comment vérifier qu'une famille de polynômes est libre. Peu importe que ce soit des polynômes ou quoi que ce soit, hein, c'est toujours la même chose. Une famille est libre si la seule combinaison linéaire nulle est celle où les scalaires sont nuls. Mais qu'est-ce que ça nous donne dans le cadre de polynômes? Autrement dit, comment résoudre une équation entre polynômes? Donc, version de base, version basique. Eh bien, supposons lambda 1 fois x plus lambda fois x carré plus lambda 2 fois x carré plus 1 plus lambda 3 fois x égale 0. C'est-à-dire, eh bien, rangeons les polynômes, rangeons ce polynôme par ordre croissant de puissance de x. Lambda 2 fois 1, plus, qu'est-ce que j'ai fois x? Juste lambda 3. Et qu'est-ce que j'ai face à x carré? J'ai lambda 1 plus lambda 2. Et c'est là que les polynômes jouent un rôle. Il faut se rappeler de comment résoudre une équation entre polynômes. Eh bien, je le rappelle, et je le rappellerai jamais assez, deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. En l'occurrence, tous ces coefficients sont nuls. Lambda 2 égale 0, lambda 3 égale 0, lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Donc, finalement, ils sont tous nuls.
Et la liberté est démontrée aussi. Donc, ça prend à peine une seconde de plus. Donc, je vous donnais cette version-là juste pour aller plus vite, mais l'important c'est de savoir faire ça. Hein. Vous devez toujours être capable de démontrer qu'une famille est libre, que ce soit des polynômes, des vecteurs de k puissance n, etc., des matrices, toutes sortes de choses. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc à bien retenir, on a déjà pas mal d'améliorations par rapport à notre chapitre précédent, on est capable d'être beaucoup plus efficace grâce à ce concept de dimension. Et puis on poursuivra tout ça mardi et mercredi. À bientôt.